Je pense que nous allons pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sophie Safi, qui est professeure à l'Université d'Aix-Marseille et qui est parmi les Guillaumiennes, une des grandes spécialistes de Gustave Guillaume. Elle est d'ailleurs l'actuelle présidente de l'Association internationale de psychomécanique du langage. Et par ailleurs, elle travaille dans le domaine des études de la langue italienne. Elle est italianiste, hein. Et donc, ses travaux s'inscrivent plus ou moins, disons, dans la filiation d'un autre linguiste qui s'appelle Alvaro Rocchetti, dont elle nous parlera peut-être tout à l'heure, ou alors que de toute façon, on invitera sans doute à un moment ou à un autre dans cette série de conférences. Voilà, donc elle a accepté de participer à cette série de conférences sur le thème Pourquoi lire Guillaume aujourd'hui? Et je vais tout de suite lui donner la parole et encore une fois la remercier de sa présence. Merci Philippe. Donc, bonjour à tout le monde. Alors, effectivement, moi je suis italianiste. Je suis depuis une trentaine d'années à Aix-Marseille Université, qui s'appelait avant l'Université de Provence. Mais j'ai été formée à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, et notamment mon directeur de thèse, c'était Alvaro Rocchetti. Alors, mes recherches, elles portent sur la linguistique italienne. Ah, pardon, je t'interromps parce qu'il y a un truc qui frotte sur ton micro, il y a quelque chose qui frotte sur le micro qui fait beaucoup de bruit. Ah, Je ne sais pas ce pardon. que c'est. Bon, j'espère. Je touche plus à rien. D'accord. Donc, je disais que mes recherches, elles portent sur la linguistique italienne et la linguistique comparée des langues romanes. Et en fait, depuis une trentaine d'années, euh, je travaille en m'appuyant sur les principes théoriques de la psychomécanique du langage. Alors, pour illustrer l'intérêt des écrits de Gustave Guillaume pour un linguiste aujourd'hui, je vais vous présenter l'emploi que je fais dans mes travaux des principes théoriques guillaumiens et puis les résultats qui en découlent en prenant trois exemples. Le premier en sémantique, le deuxième en morphosyntaxe et le dernier en submorphologie. Alors, pourquoi je ne peux pas... Oui, voilà, ça va. Alors, dans cette première partie, je vais vous expliquer comment le mot italien stato, ça veut dire état en français, il peut prendre diverses significations. Il peut décrire un état, une condition, mais aussi un objet. Ça peut être une classe sociale, un groupe, un territoire. Et grâce aux principes théoriques de la psychomécanique du langage, on va pouvoir systématiser la polysémie de ce mot italien. Alors, selon Gustave Guillaume, la genèse mentale du mot a pour origine un mouvement oscillatoire entre l'universel et le singulier. Donc, l'universel et le particulier étant les deux pôles entre lesquels se déplace constamment la pensée. Donc là, je vous lis une citation de Guillaume. La pensée tient sa puissance de ce qu'elle est habile à particulariser et à généraliser. Privée de cette double aptitude qui constitue un entier intérieurement binaire, la pensée humaine serait sans force et inopérante. Or, de ces deux opérations, si on ne retient abstractivement que ce qu'elles comportent de mécanique, elles se réduisent à deux mouvements de pensée, l'un allant du large à l'étroit, inhérent à la particularisation, et l'autre allant de l'étroit au large, inhérent à la généralisation. Le mécanisme du mot, dans nos langues romanes, il comporte un premier mouvement de pensée dont le départ est l'universel et qui livre la particularisation, la matière, le contenu. Et il est suivi d'un second mouvement qui est l'inverse du premier et qui livre la forme, c'est-à-dire le contenant, c'est-à-dire aussi la partie de discours. Donc ce rapport entre matière contenue et forme contenante est un rapport de consécution. La forme est le produit d'un mouvement de généralisation qui fait suite à un mouvement de particularisation qui avant a produit la matière. Donc, après avoir discerné la notion, ce qu'on appelle la matière, et ce moment-là, ce mouvement de pensée
Gustave Guillaume le dénomme l'opération de discernement. La création d'une partie de discours suppose ensuite le choix d'une forme pour la transporter. Et c'est ce que Guillaume appelle l'opération d'entendement. Ainsi, le concept stato, état, peut passer dans le discours sous différentes formes. Il peut prendre une forme nominale, comme lo stato, l'état, une forme verbale, è stato, où stato joue un rôle de participe passé, il a été, ou encore une forme affixale, comme par exemple dans thermostato, thermostat. Donc, on voit clairement que la forme influe autant que la matière lexicale sur la valeur finale du mot employé dans la partie de discours. Alors, dans les langues indo-européennes, la forme est intégrante et la matière est intégrée. Bon, là, je suis peut-être allée un petit peu trop vite, je vais rester sur ça. Par exemple, en discours, l'article y produit une forme qui est en attente de matière, qui est apportée par le nom. Et Gustave Guillaume donne l'exemple suivant. Quand je dis le roi, le substantif roi, au moment où il survient, emplit la forme que j'avais préalablement construite pour le recevoir et le porter. À la production d'une forme vide succède l'implétion, c'est-à-dire l'accomplissement, de la forme produite. Donc cet exemple, il illustre le cas du français dont le substantif est généralement invariable. Mais en italien, le substantif a conservé une désinence morphologique. Donc la succession forme plus matière, qui est donnée par l'article, et le radical du substantif, eh bien, cette succession est complétée par un nouvel apport de forme avec la désinence. Quand je dis lo stato, le sémantème stat emplit de sa matière la forme vide préalablement construite par l'article lo et dont l'existence en tant que partie de discours est confirmée par la survenue de la désinence o. Selon Gustave Guillaume, les différents emplois en discours d'une même forme se distribuent sur l'axe du temps opératif, du plus particulier au plus général. Et ce faisant, le mot perd en compréhension ce qu'il gagne en extension. Donc là, cette dernière phrase nécessite que je vous donne au moins deux définitions. La définition du temps opératif et celle de l'extension. Donc, pour le temps opératif, j'ai pris la définition qui est donnée par Annie Boone et André Joly dans le dictionnaire de terminologie de la systématique du langage. Toute opération de pensée et de langage, de la plus concrète, la construction d'une phrase en discours, à la plus abstraite, par exemple l'évocation de l'intégralité d'un système, demande du temps pour s'accomplir. Ce substrat temporel obligé, nommé temps opératif, peut être rapporté à un axe, une certaine durée de temps qu'on se représente linéairement, et on fait ça pour pouvoir l'analyser en des instants successifs. Et on verra des exemples de schémas par la suite. Je passe à la définition de l'extension. Au sens large, l'extension est un des phénomènes fondamentaux de la pensée en vertu duquel l'esprit est en permanence sollicité par nature de se porter du large à l'étroit et en réplique de l'étroit au large, c'est-à-dire dans le plan où l'on fait de l'activité de l'esprit humain un raisonnement, de particulariser et de généraliser. Au sens strict, l'extension ou extension matérielle correspondant à l'étendue d'une idée dans la logique de la grammaire de Port-Royal, eh bien, l'extension matérielle désigne la propriété d'un terme défini par l'ensemble, grand ou petit, large ou étroit, des entités auxquelles ce terme est applicable. Dans ce sens, l'extension est complémentaire de la compréhension. En effet, celle-ci détermine l'extension nominale, ce qui revient à dire que le nom contient en puissance tous les cas possibles d'emploi de la notion qu'il véhicule. Ainsi, ce que le message gagne en précision, il le perd
en étendue d'application. Par exemple, avec le mot stato, plus je personnifie le concept en passant du sens d'état ou de condition à celui de groupe, de personnes ou de territoire, plus je m'éloigne de l'abstraction pour ancrer la notion dans la réalité. Et ce faisant, je perds du même coup en extension, mais je gagne en compréhension. Si le double mécanisme de la compréhension et de l'extension est facile à appréhender de l'extérieur, sur une direction qui va du particulier au général et correspond dans ce cas à la définition d'idées plus ou moins particulières au général, son aspect intérieur est moins souvent perçu et moins souvent décrit. Il joue pourtant un rôle important pour la structure des langues. Ce mécanisme permet ou interdit à un mot de se replier sur lui-même, d'inverser la direction du mouvement du général vers le particulier et d'accéder à un cas particulier de lui-même plus étroit que sa définition initiale. Cette particularisation interne donne au mot un statut de sémantème. Mais si elle lui est refusée, l'orientation est vers l'universel et il en résulte une moindre compréhension, mais une large extension. Et on obtient à ce moment-là un morphème. Donc, si l'aspect extérieur du mécanisme compréhension-extension consent une classification des idées, l'aspect intérieur joue, lui, un rôle du côté de la forme et il détermine la structure morphologique. En d'autres termes, je cite à nouveau Guillaume, toute notion de langue qui s'institue le fait entre le singulier et l'universel, les limites de la pensée humaine, et une fois instituée, incline son développement soit du côté du singulier, devenant du même coup sémantème, soit du côté de l'universel, ce par quoi elle devient morphème. Alors, la signification extérieure d'un mot se détermine selon un certain équilibre de la compréhension et de l'extension. Et la signification intérieure se fait selon un choix catégorique entre l'une ou l'autre. L'exclusion de la compréhension par l'extension définit l'état de morphème et l'élimination de l'extension au profit de la compréhension définit l'état de sémantème. La présence ou l'absence de compréhension intérieure, c'est-à-dire de matière, de notion, peut varier pour un même mot qui passera ainsi d'une catégorie grammaticale à une autre. Par exemple, contro, c'est contre, est souvent une préposition. Par exemple, dans une phrase comme è un atto contro natura, c'est un acte contre nature. Parfois, il peut être substantif, il pro, il contro, le pour et le contre. Et dans le domaine verbal, un verbe peut passer, selon son stade de dématérialisation, du statut de verbe plein au statut de verbe auxiliaire. Et voire, il peut même devenir une flexion, comme le verbe latin habere, qui a donné avere en italien et avoir en français, et qui sert à la construction du futur, par exemple. Alors, la forme de l'auxiliaire survient très tôt parce que c'est un verbe dont l'existence, la création, précède celle de tous les autres en langue. Quel que soit le procès envisagé, il faut être, exister, et puis avoir, posséder l'existence, pour enfin faire, c'est-à-dire agir. La quantité de matière manquante est compensée dans le discours par l'adjonction d'un participe passé à l'auxiliaire. Par exemple, quand vous dites j'ai chanté, ho cantato. Ou bien d'un attribut à la copule, dans, par exemple, sono ricco, je suis riche. Dans les systèmes des langues romanes, l'apparition en langue d'une flexion du futur a résulté de la part de l'auxiliaire abéré de sa forme générale de verbe. Dans le domaine nominal,
quand un sémantème perd son intégrité formelle, il devient affixe. Peut-être que j'ai été trop vite là. Ah non. Voilà, je vous remets ça pour que vous arriviez mieux à suivre. Donc, euh, dans le domaine nominal, quand un sémantème perd son intégrité formelle, il devient affixe. Si on reprend les exemples précédents, par exemple, le mot contro perd sa forme et il va devenir un préfixe dans controtempo, contretemps. Un mot peut donc se dématérialiser et Gustave Guillaume nomme cette opération la subduction, c'est-à-dire perdre de la matière, du sens, et ça peut se faire de deux façons. Alors, attendez, parce que... Non, je suis allé trop vite. Là, je vous avais mis une définition euh, de l'auxiliaire et de la copule du point de vue de la psychomécanique. Euh, et cette définition, elle nous dit que ce sont des verbes complets pour ce qui est de la forme de verbe, qui est totalement acquise en eux, mais ils sont incomplets du côté de la matière, à laquelle la survenance anticipée de la forme n'a pas laissé le temps de se produire. Donc, si je vais là, dans mon schéma, euh, vous avez justement dans la dernière ligne de schéma euh, un raccourcissement qui fait qu'on est passé directement au morphème pour l'auxiliaire, mais ça marche aussi pour la préposition. Du coup, il faut à nouveau rajouter un mouvement de particularisation avec l'ajout de matière grâce à un participe passé, ou bien si on est dans le cas d'une préposition, puisque tout à l'heure je vous avais dit avec contro, ça pouvait être une préposition, l'ajout d'un syntagme nominal pour avoir cette particularisation et redonner de la matière à, à ce statut avorté qui est devenu un morphème. Donc, je reviens sur le fait que ces, ces phénomènes que je vous décris, ces opérations, elles sont dénommées par Gustave Guillaume la subduction. Donc, la subduction, c'est perdre de la matière, du sens, et on peut le faire de deux façons. La subduction, elle peut être externe et on obtient une chronologie notionnelle et on a ainsi les diverses significations du substantif stato qui vont s'échelonner sur le temps opératif, orienté du sens le plus particularisé au plus général. Et on aura, par exemple, sur une, une saisie qui va être anticipée, un sens qui sera plutôt celui de territoire, de groupe, de classe, alors que si on laisse le mouvement de pensée se développer sur le temps opératif, on arrivera à une signification qui sera plus proche de la situation, de la condition, de l'état. Mais la subduction, elle peut aussi être interne, et dans ce cas-là, le mot change de catégorie morphologique selon une prédominance de la compréhension ou de l'extension. Donc, en subduction interne, par exemple, le mot stato, il a une affinité avec la compréhension, c'est un sémantème. Il est un substantif dans un syntagme nominal du genre lo stato del mondo, l'état du monde. Il peut aussi être employé comme adjectif invariable qui sera postposé à un substantif dans la locution città stato, cité état. Dans un syntagme verbal, il est un apport de matière de l'auxiliaire essere quand il en est le participe passé, par exemple sono stato. Et en français, ça donne j'ai été. Quand le mot stato ne se dématérialise pas, mais perd en langue son intégrité formelle, il devient une affixe sémantique. Il peut être préfixe,
par exemple, dans des mots comme statolite, statoreatore, donc c'est en français statolite, statoréacteur. J'essayais à chaque fois de trouver des mots qui ressemblaient au français. Il peut être suffixe, gyrostato, thermostato, aérostato. Donc c'est pareil, gyrostat, thermostat, aérostat. Et donc là, ce que je viens d'illustrer avec l'exemple du mot stato en italien, c'est le fait que les mouvements de pensée, de particularisation et de généralisation permettent la production de la matière lexicale et des formes grammaticales, ainsi que l'opération de dématérialisation du mot qui, selon les cas, fait passer ce mot du statut de sémantème à celui de morphème, voire au statut de flexion. Et d'un autre côté, ça permet aussi l'opération de déformalisation qui fera perdre à ce mot son statut de mot pour en faire un affixe. Et on a distribué sur le temps opératif les différents emplois, substantifs, participe passé, affixes, et les différentes significations de stato. Donc là, à droite, en fait, c'est les différentes, les deux saisies principales qu'on peut faire pour le sens de stato sur le temps opératif, qui est la flèche verticale. Et ce que je vous ai mis, en fait, c'est les définitions d'un dictionnaire, le Zingarelli, qui est un dictionnaire voilà, reconnu du lexique italien. Donc maintenant, je vais changer de domaine et je vais vous proposer d'observer de manière contrastive les emplois des temps et des modes verbaux en italien contemporain, parlé, informel d'une part, et en écrit formel d'autre part. Et ça va nous permettre de constater des différences entre le système standard académique à l'écrit et le système néo-standard à l'oral. Et ces différences, ces dissemblances, sont les indices en discours d'une évolution de la chronogénèse en langue et de l'acte de langage. Donc, à droite, pour illustrer, je vous ai mis des schémas de l'acte de langage, mais c'est une illustration, je vais y revenir. Je vais vous présenter la réorganisation qui est en cours des emplois des temps et des modes verbaux, donc en italien aujourd'hui. Et ensuite, je proposerai l'analyse psychomécanique de cette évolution. Et puis, dans une troisième partie, on verra l'analyse de cette même évolution, mais d'un point de vue submorphologique. Donc là, on va rester en morphosyntaxe. Donc, il faut que je vous dise que l'existence d'un italien standard, elle est très souvent discutée. Et donc, je précise que pour ma part, j'envisage le système standard seulement comme un modèle de référence en langue. Gustave Guillaume, c'est un héritier de Saussure et c'est un structuraliste. Hein, il fait la distinction, enfin, sa distinction, c'est langue-discours, mais ça correspond tout à fait à la distinction langue-parole de Saussure. Et ce que moi j'appelle le modèle de référence en langue, pour ce système standard, je l'appelle comme ça parce que il sert de pivot à partir duquel l'élocuteur possède plusieurs variantes qui gravitent autour de ce modèle en fonction des contextes d'interaction verbale qui vont varier selon différents critères diamésiques, diastratiques, diaphasiques. Donc à droite, je vous ai mis un schéma qui est proposé par Gaetano Beruto, qui date de 1987, mais qui fonctionne toujours, et qui représente la situation de l'italien avec ses différents systèmes. Et au centre, vous voyez que à côté de l'italien standard, que Beruto appelle l'italien standard littéraire, parce que c'est la norme académique de référence pour l'écrit ou un oral soutenu,
à laquelle se réfère tout locuteur italien ayant été scolarisé. Eh bien, à côté, vous pouvez constater que le locuteur italien possède un système de langue qui est adapté au registre informel, partagé par une communauté assez étendue de locuteurs pour être considéré au même titre qu'un standard, qui accueille une série de traits et d'innovations en cours d'assimilation par le système standard. C'est-à-dire à mi-chemin entre l'erreur sanctionnée négativement par les interlocuteurs et l'acceptation de ces innovations comme normées. Et moi, j'aime bien la dénomination de Beyrouth ou de néo-standard parce que ça souligne la perspective de futures références normatives de ce système de langue qui est voisin du système standard. Voilà, sachant, tout le monde sait que les innovations, elles se font pas, enfin rarement à l'écrit. La majorité des innovations, elles apparaissent d'abord à l'oral et puis au fil du temps, elles rentrent en concurrence avec des formes qui sont dans le standard. Et quand le standard, ben voilà, si la forme nouvelle arrive à s'imposer au détriment de l'ancienne forme, elle va être intégrée par le système standard et on va finir par la retrouver aussi à l'écrit. Alors, pourquoi j'ai pris le temps de vous expliquer ça? Parce que ça nous renvoie à un concept de diachronie des synchronies. Et pour Guillaume, c'est un concept important parce que selon lui, c'est dans le temps que les rapports s'instituent en langue, selon des vues systématiques, elles-mêmes sujettes au changement. Donc il en résulte que la synchronie n'existe que par l'hypothèse selon laquelle l'instituer en langue dure, alors qu'en fait, elle est intérieurement en devenir continuelle. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est de manière abstraite, on fait pause sur ce mouvement et on étudie des systèmes cohérents à un moment T, mais tout en sachant que ces systèmes sont soumis à des pressions qui peuvent sembler antagonistes, c'est-à-dire une pression d'innovation et de changement qui se réalise petit à petit, génération après génération. À chaque fois que les, les jeunes enfants recréent le système de leur langue maternelle en faisant des mouvements de généralisation à partir des cas particuliers de production de discours de leurs parents et des gens qui les entourent. Mais il y a une autre pression qui est le fait que tout système cherche une position cherche une cohérence systémique. Et en fait, voilà, ce que l'on vit dans notre vie et qui nous semble être notre langue qu'on a en tête et qu'on partage avec notre communauté linguistique, c'est un équilibre entre ces deux forces, ces deux pressions un peu antagonistes. Alors, qu'est-ce qu'on constate en italien néo-standard? Il y a une réorganisation des emplois, des modes et des temps verbaux qui caractérise donc le néo-standard, l'italien parlé, et pas très soutenu, et qui conduit à un système simplifié des temps verbaux où les plus fréquents sont le présent de l'indicatif, le passé perfectum, toujours de l'indicatif, selon les régions, c'est soit le passé composé, soit le passé simple qui l'emporte. L'imparfait est le plus que parfait de l'indicatif dans des emplois anaphoriques. On observe aussi une surreprésentation des emplois du mode indicatif aux dépens du mode subjonctif. Vous allez voir que dans les explications que je vais vous donner, en fait, vous allez remarquer que le néo-standard italien se rapproche d'un fonctionnement à la française. Enfin, je suis enregistrée, je ne devrais pas dire ça. Donc, à l'oral ou dans des écrits informels, le présent d'indicatif, il est employé là où normalement le serait le futur dans un contexte plus formel. Et surtout quand l'action qui devrait avoir lieu dans le futur est déjà programmée
et apparaît comme certaine ou très probable. Alors, c'est l'exemple 1. Domani vado in università, giovedì invece sono a casa. Demain, je vais à l'université, jeudi, je suis à la maison. Jeudi, par contre, je suis à la maison. Ainsi que l'exemple 2, vengo domani, qui en français donne demain je viens ou je viendrai demain. Donc là, vous pouvez remarquer la présence de compléments circonstanciels de temps, domani, demain, giovedì, jeudi, qui prennent en charge lexicalement l'information temporelle d'époque. Et ben, du coup, ça dédouane le locuteur de la conjugaison au futur et il peut laisser le verbe au présent. Mais il y a un maintien en italien néo-standard du futur, simple et composé, quand il a une valeur épistémique et quand il est employé pour indiquer des actions hypothétiques ou sur lesquelles le locuteur a un doute. Donc, c'est l'exemple 3. Avrà trovato un ingorgo, per questo non è ancora arrivato. Il a dû y avoir un embouteillage, c'est pour ça qu'il n'est pas encore arrivé. L'exemple 4. Luisa non risponde, sarà uscita. Luisa ne répond pas, elle a dû sortir. Et l'exemple 5. Ora saranno le tre. Et en français, il doit être 3 heures maintenant. Donc là, on constate qu'il y a une redistribution des époques présent et futur de l'indicatif en italien en lien avec l'implication du locuteur. Le présent pour la certitude et le constat, avec une forte implication du locuteur, et le futur pour l'hypothétique et le souhait, avec une moindre implication du locuteur. Maintenant, je passe à l'imparfait de l'indicatif, qui, vous allez le voir, prend souvent la place du conditionnel. Donc, on commence avec l'exemple 6. Volevo chiederle un favore. Può telefonare al professore Rossi per fissare un appuntamento. Bon, je voulais, en français, ou je voudrais vous demander une faveur. Bon, la suite, en fait, vous n'en avez pas besoin, mais je vous le dis, c'est pourriez-vous appeler le professeur Rossi pour fixer un rendez-vous. On a aussi l'exemple 7. Volevo un chilo di pane. Je voudrais un kilo de pain. Toujours à l'oral, dans les phrases hypothétiques, les verbes de la principale comme de la subordonnée sont conjugués à l'imparfait de l'indicatif au lieu du conditionnel et du subjonctif. Donc, en fait, c'est là que, pour vous, vous allez trouver que ça vous paraît juste naturel ce qui se passe en néo-standard, mais c'est une évolution. Enfin, si vous êtes francophone. Donc, exemple 8, se l'amministrata di quella finanziaria non estingueva immediatamente il debito, veniva immediatamente commissariata. Donc ça veut dire si l'administrateur de cette société financière ne remboursait pas immédiatement la dette, il était immédiatement placé sous tutelle. L'exemple 9, se venivi prima era meglio. Si tu venais plus tôt, c'était mieux. Ou encore, si tu étais venu plus tôt, ça aurait été mieux. L'exemple 10, se lo sapevo non ci venivo. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Exemple 11, se arrivavamo prima, non perdevamo il treno. Si on était arrivé plus tôt, on n'aurait pas raté le train. Et là, donc, on voit que l'imparfait est employé à l'oral pour indiquer aussi bien pour indiquer aussi le futur dans le passé, en lieu et place du conditionnel. Ça, c'est l'exemple 12. Mi ha detto che veniva. Il m'a dit qu'il venait. Alors que, bon, de manière soutenue, en français, ce serait il m'a dit qu'il viendrait, mais en italien, ça serait avec un conditionnel composé. Mi ha detto che sarebbe venuto. Donc, ces emplois de l'imparfait de l'indicatif qui concurrencent l'imparfait du subjonctif et le conditionnel, parce qu'en italien, l'imparfait du subjonctif est encore utilisé régulièrement, eh bien, ça, on remarque une première chose, c'est que ça supprime
la nécessité de construire des formes composées, comme par exemple, là, je viens de vous le montrer avec le futur dans le passé. On remarque aussi que des temps d'aspect perfectum, parce que l'imparfait du subjonctif n'est pas très bien nommé puisque c'est un perfectum de passé, et le conditionnel de l'indicatif, c'est aussi un perfectum de futur en italien, contrairement au conditionnel du français. Parce que le conditionnel en français, on le construit avec la morphologie de l'imparfait, mais en italien, le conditionnel est construit avec la morphologie du passé simple. Et donc, on voit que en italien, ces temps d'aspect perfectum, ils sont concurrencés par un temps d'aspect imperfectum, l'imparfait de l'indicatif. On constate aussi que cette évolution, elle conduit à une simplification des emplois modaux en associant l'imparfait de l'indicatif à l'emploi obligatoire de la conjonction c'est, donc le si en français, alors que cet emploi est facultatif avec le subjonctif. Et ça, on le note donc en italien. En français, on est toujours obligé de mettre une conjonction de subordination. Euh, je pense que c'est vrai, vous êtes obligé de dire que. Et alors qu'en italien, vous pouvez dire penso che sia vero o penso sia vero. De toute façon, comme on a sia qui est un subjonctif, on sait qu'il y a un rapport de subordonné par rapport à la principale. Donc, l'italien utilise beaucoup plus la complémentarité de ce qu'on appelle dans les grammaires la concordance des temps, donc de la morphologie verbale dans les phrases complexes. Il regarde la morphologie verbale mettons, des deux verbes, si c'est juste une principale et une subordonnée, et grâce à la morphologie des verbes, donc au temps et au mode qui sont utilisés, il sait quel est le verbe de la principale, quel est le verbe de la subordonnée. Donc on voit que ça tend à disparaître en néo-standard, mais en contrepartie, en néo-standard, on se retrouve obligé d'utiliser les conjonctions. Donc, cette simplification, elle est en lien avec une évolution plus générale du système de la langue, qui est l'anticipation de la saisie lexicale sur le temps opératif de l'acte de langage. Alors, là, je vous ai remis l'acte de langage en italien standard et en italien néo-standard. À gauche, la flèche verticale, elle représente le temps opératif. C'est le même, quelle que soit la langue que vous parliez. Il vous faut un temps, si court soit-il, pour arriver à proférer une phrase. Ce temps minimum, c'est celui qui va permettre à la pensée de se développer et à partir d'éléments formateurs, de fabriquer un mot dans un premier temps, puis avec les différents mots créés, de fabriquer une phrase. Donc, quand on intercepte ce mouvement de pensée qui se déploie sur le temps opératif, on appelle ça une saisie. Donc, au point de départ, là où on va aller sélectionner les éléments formateurs, c'est la saisie radicale. Quand j'assemble ces éléments formateurs et que j'ai obtenu un mot, ce moment-là, si je l'intercepte, je vais l'appeler la saisie lexicale. C'est un moment où j'ai le mot qui est à la fois le résultat d'un certain temps opératif consacré à sa construction, et en même temps, ce mot va devenir lui aussi un élément formateur avec d'autres d'une phrase à l'issue d'une autre durée de temps opératif qui sera consacrée à la construction de la phrase. Donc, l'italien standard a une position très équilibrée où il utilise autant de temps à construire les mots qu'à construire les phrases. Par comparaison, je crois que je l'ai un petit peu plus loin. Voilà, en bas ici, vous voyez en français, on a une saisie lexicale qui est très précoce,
très anticipé, parce que beaucoup de nos mots sont invariables et en fait, on s'appuie plus sur la syntaxe comme vecteur d'information plutôt que sur la morphologie. Mais à l'inverse, euh, la saisie lexicale du latin, elle est très proche de la saisie phrastique parce qu'on prend beaucoup de temps pour construire le mot. Mais une fois que le mot est construit, on connaît même sa fonction dans la phrase grâce aux désinences casuelles. Donc, mettons, si je dis domus en latin, avec us, je sais qu'il est au nominatif, donc il sera le sujet de la phrase. Et puis au passage, je sais aussi que c'est un masculin singulier. Alors que en italien, je vais avoir casa, donc je vais prendre case, mon radical, je vais lui associer une voyelle morphologique, a, puisque casa, c'est un mot féminin singulier. Et ensuite, je vais associer casa à la pour faire la casa et j'aurai construit un syntagme nominal. En français, en fait, maison est invariable, hein. Quand je dis la maison ou les maisons, il n'y a rien qui change. Donc, je prends très peu de temps pour construire le mot, mais par contre, j'ai des tas de règles syntaxiques qui sont beaucoup plus rigides qu'elles ne le sont en italien. Donc, la simplification qu'on voit s'opérer sur l'emploi des temps et des modes en italien néo-standard, on peut l'associer à une anticipation de la saisie lexicale. Et en fait, la saisie lexicale de l'italien néo-standard est en train de se rapprocher. Voilà, je vous l'ai remis là, le schéma, et on voit qu'il est en train de se rapprocher de la saisie lexicale du français, mais celle du français est encore plus proche de la saisie radicale. Euh, je vous l'ai dit, donc je peux passer. Là, je vous ai mis des exemples où on emploie l'indicatif en néo-standard à gauche, alors qu'on emploie du subjonctif en italien standard. C'est à la fois dans des interrogatifs indirects, non so perché sei così agitato, je ne sais pas pourquoi tu es aussi agité, mais normalement on devrait dire non so perché tu sia così agitato. Mi chiedo come può essere accaduto, je me demande comment ça a pu arriver, mais en standard on devrait dire mi chiedo come possa essere accaduto. Et on a aussi l'indicatif qui concurrence le subjonctif dans les subordonnées complétives après un verbe d'opinion ou après des noms ou des adjectifs qui expriment le doute, l'idée, l'opinion. Bon, par exemple, penso che ormai non viene più. Je pense que maintenant il ne viendra plus. Et normalement, en standard, on devrait dire penso che ormai non venga più. Voilà. Donc, ces exemples, ces emplois s'expliquent par l'anticipation de la saisie lexicale du néo-standard par rapport à celle de l'italien standard. Mais il faut préciser aussi quelque chose, c'est que euh, en italien standard, l'aspect sémantique, ce qu'on appelle parfois actions art, c'est-à-dire l'aspect qui est contenu dans le sémantème du verbe de la principale. Je pense, ce n'est pas exactement la même chose que je crois. Et vous avez des sémantèmes qui ont une affinité avec un aspect perfectif. Je ne sais pas si vous dites je vais éternuer. Éternuer, c'est assez perfectif, hein. Vous avez du mal à le faire durer dans le temps. Mais je vais me promener a plutôt une affinité
avec quelque chose de duratif, et donc c'est plutôt une affinité avec un aspect imperfectif. En italien standard, cet aspect sémantique contenu par le sémantème du verbe, il ne joue pas un rôle très important. Alors qu'en français, nous, on voit qu'il joue un rôle important parce que justement, on peut dire, je ne sais pas moi, je crois que c'est vrai et je pense que c'est vrai. Euh, je ne sais pas si c'est vrai. Bref, à chaque fois, vous allez mettre c'est vrai et vous serez toujours avec un indicatif. Alors que en italien, quand on va être trop du côté de l'hypothétique, il faudra qu'on mette du subjonctif. Donc, en fait, c'est le temps employé dans la morphologie du verbe de la subordonnée qui nous donne l'information en italien, alors qu'en français, cette information, elle est donnée à la fois par l'aspect sémantique du verbe de la principale et puis aussi par la conjonction de subordination. Eh bien, on voit que en italien néo-standard, cet aspect sémantique, perfectif ou imperfectif, des verbes de la principale commence à jouer un rôle et donc à concurrencer la concordance des temps. Donc, ce phénomène, il est plus abouti en français, dont la saisie lexicale est encore plus précoce et plus proche de la saisie radicale que celle de l'italien néo-standard. Et en l'occurrence, c'est aussi pour ça que on qualifie souvent le système de langue du français de flexionnel à tendance isolante. Bon, mais je ne vais pas plus loin. Donc, là, je vous fais à gauche un résumé de tous les moments ou les conditions dans lesquelles, en néo-standard, en italien, on va utiliser l'indicatif, alors que normalement, en italien standard, on attend un subjonctif. Donc, je ne vais pas répéter. Ce qui va m'intéresser, c'est la colonne de droite, parce que tous les cas d'emploi du subjonctif ne disparaissent pas. Et la position du subjonctif dans certains domaines est au contraire assez stable. Le subjonctif, même en néo-standard le plus informel qui soit, il se maintient dans des phrases indépendantes. Donc ça, c'est l'exemple 16. Mi dica, qui est un exhortatif. Donc dites-moi. Bon, là, en plus, on a une influence du fait que on est en train d'utiliser le lei de courtoisie, ce qui est l'équivalent de notre vouvoiement en français. Parce que si on tutoyait la personne, on utiliserait un impératif et on dirait digne. L'exemple 17. Non mi risponde qu'à quest'ora dorma. Donc ça, c'est un dubitatif. Il ne me répond pas. Est-ce qu'il dort à cette heure? Et là, on voit qu'il pourrait y avoir une concurrence possible avec le futur. Parce qu'on pourrait aussi dire che a quest'ora dormira. L'exemple 18, che faccia pure quel che crede. Donc ça, c'est un concessif. Laisse-le faire ce qu'il veut. Littéralement, qu'il fasse ce qu'il croit. Mais bon, on ne dit pas ça en français, donc c'est mieux laisse-le faire ce qu'il veut. L'exemple 19, c'est un optatif, fosse vero, si seulement c'était vrai, si ça pouvait être vrai. Et puis, on a encore aussi le maintien du subjonctif dans les subordonnés après des verbes qui expriment la volonté, l'attente, le désir, l'espoir, la peur. Donc, c'est l'exemple 20, voglio che tu vada via, je veux que tu t'en ailles. L'exemple 21, è necessario che tutti escano, il faut que tout le monde sorte. Donc, on constate que l'indicatif, il entre en concurrence avec le subjonctif en néo-standard quand la modalité soumet la vérité de l'énoncé aux valeurs d'une philosophie, d'une croyance, d'une orientation collective. C'est-à-dire qu'il y a une valeur épistémique. En d'autres mots, ça veut dire que la vérité qui est énoncée, elle est soumise à des critères qui sont partagés par la communauté linguistique et culturelle
Et ils peuvent être considérés comme des postulats. Mettons, euh, je crois que Dieu existe. Et puis une autre personne dit, je pense qu'il n'existe pas. Euh, Vous, si vous êtes le spectateur de ce dialogue, bon, vous allez être d'accord avec qui vous voulez, peu importe, mais en fait, vous n'allez pas remettre en cause les postulats sur lesquels il s'appuie. Vous allez d'office classer l'un comme étant croyant et l'autre comme étant un athée. Et dans ces cas-là, euh, on va avoir en néo-standard l'indicatif qui vient concurrencer le subjonctif. Mais le subjonctif, il n'est pas concurrencé en néo-standard quand la modalité soumet la vérité de l'énoncé aux valeurs du devoir, de l'obligation, de l'interdiction, de la permission, donc ça c'est des valeurs déontiques, ou encore à des émotions, c'est-à-dire à des critères contextuels qui n'ont pas de valeur de postulat. Parce que justement, ben, le contexte, il change à chaque cas particulier de discours et qu'il faut s'adapter à chaque fois. Donc, le présent et l'imparfait de l'indicatif, ils sont employés quand le locuteur est impliqué et qu'il implique l'interlocuteur dans le partage de valeurs communes. Et le présent et l'imparfait du subjonctif sont employés quand le locuteur ne peut pas s'impliquer puisque la vérité de l'énoncé dépend de contraintes conjoncturelles, qu'elle est probable, mais impossible à contrôler par les faits. Et là, on voit que ce qui est à l'œuvre en italien néo-standard, ce n'est pas une élimination de certains temps et modes, mais c'est une redistribution des emplois avec une spécialisation de certains temps et modes. Pour faire une comparaison avec ce qui se passe en français, vous occupez pas beaucoup votre mémoire de travail quand vous parlez avec vos conjugaisons du passé simple et du futur simple, que vous employez rarement. Pour autant, vous ne les avez pas éliminés du système. C'est juste qu'ils sont réservés à des niches et que vous allez les employer quand vous êtes moins impliqué et que vous vous mettez dans la position du conteur, de celui qui raconte une histoire, un récit. Et du reste, c'est pour ça que c'est des temps qui sont très vite utilisés par les jeunes enfants, puisqu'on passe notre temps à leur raconter des contes et des légendes, et qu'eux, ils passent leur temps à jouer, à raconter des histoires. Donc là, c'est la même chose. Le subjonctif n'est pas en train de disparaître en italien néo-standard, mais son territoire d'emploi est en train de se réduire et de se spécialiser euh, sur des emplois à valeur déontique ou en lien avec les émotions. Voilà. Donc là, je suis en train de vous montrer les morphèmes des temps de l'indicatif et du subjonctif dont je vous ai parlé. Et parce qu'il y a des questions qui se posent, c'est que la redistribution des emplois, donc de certains temps et modes qui est en cours en néo-standard, comment peut-on expliquer que des morphologies verbales qui sont différentes puissent entrer en concurrence? Euh, et là, c'est parce que je vais vous amener sur le troisième sujet que je veux aborder, c'est la submorphologie. Et quand on est au niveau du morphème, euh, même André Martinez serait d'accord, on est en première articulation, donc c'est encore motivé. C'est-à-dire que si vous mettez désinence de présent ou d'imparfait, vous contrôlez le changement de temps et ce que ça implique sur le sémantème final, la signification, le signifié qui est porté par ce mot. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que le mot tout seul, bon, il peut avoir un sens, surtout en italien en fait, parce que canto à lui tout seul, il peut faire une phrase. Ça veut dire je chante. Mais vous voyez qu'en français, on est déjà obligé d'avoir deux mots pour faire une phrase. Mais au-delà de ça, de toute façon, les mots, on les utilise parce qu'on les met en combinaison
selon des règles de syntaxe pour faire des phrases. Et du coup, le signifié d'un mot tout seul, quand vous le sortez de son contexte, il n'a pas enfin, il a plus d'intérêt. Il a un intérêt pour faire un dictionnaire, pour faire des comparaisons. Mais il faut être conscient que on a des couches de combinaisons et que ce dont je vais vous parler là dans la troisième et dernière partie, c'est la submorphologie, c'est-à-dire comment, je vais essayer de vous montrer comment certains phonèmes, quand ils sont employés, euh, sont associés à des sens premiers qui sont spatiaux, qui représentent simplement des mouvements dans l'espace. Je vais vous montrer comment. Mais pour autant, euh, une fois qu'un phonème est là, dans le mot fini, au bout de toute cette combinatoire, y compris dans le mot qui devient un élément d'une phrase particulière, ces sens premiers, on ne les voit plus apparaître. À chaque fois qu'on va rentrer en combinatoire, j'ai employé un certain phonème, il rentre en combinaison avec d'autres phonèmes pour faire un morphème ou un sémantème. Ensuite, je vais combiner mon sémantème et mon morphème avec un autre, quoi. Enfin, je les associe pour faire un mot. Et ensuite, je dois combiner ce mot pour faire des phrases. Tout ça, ce sont des couches qui rendent à chaque fois plus complexe la sémanthèse, la construction du sens final, et qui enterrent complètement le signifié premier qu'on pourrait associer à un phonème. Pour autant, la deuxième chose que je voulais faire remarquer, c'est que même si on emploie de l'imparfait à la place du conditionnel, et là on voit bien qu'il n'y a rien à voir entre cantavo et canterei, c'est même si l'imparfait en néo-standard vient concurrencer le conditionnel, ça ne veut pas dire que l'imparfait devient le synonyme du conditionnel. Vous êtes tous sûrement assis sur des chaises. Bon, là, moi, comme je fais le partage d'écran, je ne vous vois pas. Mais admettons qu'une chaise, il y a une personne qui pourrait le décrire en disant euh, c'est un objet en plastique. Enfin, si vous êtes sur une chaise en plastique, sinon ce sera un objet en bois. Une autre personne, elle va pouvoir décrire que c'est un support posé sur quatre pieds avec un dossier. Et puis encore une autre personne, elle va dire c'est un objet de couleur grise. Les trois personnes, elles ont raison. Elles ont une approche de description de l'objet qui est complètement différente. Donc, ça renverra toujours au même objet, mais pour autant, les discours qu'ils auront produits ne seront pas synonymes. C'est la même chose que j'essaie de vous dire quand, dans un système d'une langue donnée, on a des morphèmes qui rentrent en concurrence avec d'autres morphèmes, voire même des mots qui rentrent en concurrence avec d'autres mots euh, au niveau lexical. Pour autant, c'est le contexte qui va, dans lequel ils interviennent et dans lequel ils sont employés, qui vont nous aider à déterminer la sémanthèse globale. Et ils ne sont jamais réellement synonymes, mais par contre, ce sont des approches différentes qui ont leur raison d'être suite à la cohérence en fait du système global auquel ces morphèmes appartiennent. J'espère que j'ai été assez clair, mais vous allez pouvoir me poser plein de questions après. Donc là, je vais passer à l'intérêt de Guillaume pour les recherches en submorphologie. Et comme je vais essayer de vous parler de l'évolution des morphèmes utilisés dans les temps dont on a vu qu'ils ont évolué de l'italien standard à l'italien néo-standard, mais que je vais aussi vous parler des morphèmes qui étaient utilisés en latin, je veux d'abord vous lire une citation de Guillaume qui parle de diachronie et de synchronie.
La linguistique diachronique saisit les choses longitudinalement dans le temps, qui les fait changer, les perturbe, les désorganise et les détruirait sans l'intervention d'une force organisatrice contraire. La linguistique synchronique les saisit par coupe transversale, non pas dans leur mouvement de désorganisation, mais dans celui opposé d'organisation, de systématisation, lequel détermine leur interdépendance en l'assujettissant aux lois les plus profondes de la pensée humaine. Donc, je vous ai déjà parlé de l'idée de diachronie, de synchronie. Et là, l'idée centrale de la psychomécanique, je voulais insister sur ça, c'est de considérer que tout dans le langage peut être conduit à une opération mentale. Un mouvement de pensée qui nécessite du temps pour se réaliser, et on a vu qu'on appelle ce temps le temps opératif, mais en face de ce cinétisme inhérent à tout phénomène linguistique, le linguiste, il peut se sentir démuni parce qu'il arrive toujours trop tard quand le phénomène à étudier apparaît en discours sous la forme d'un résultat, mais résultat dont la construction en langue lui échappe au linguiste. Et c'est pour ça que Gustave Guillaume répète très souvent dans ses leçons le conseil aux linguistes en insistant sur le fait que le linguiste doit élaborer une méthode d'analyse qui lui permette de référer le construit, qui est le seul objet observable, à l'opérativité de sa construction. Ça veut dire partir des faits de discours observés et en essayer d'en reconstruire indirectement le ou les systèmes de langue auxquels se réfèrent les locuteurs qui ont produit ce fait de discours. Donc, je vous l'ai dit, dans cette troisième partie, je vais vous montrer l'évolution en diachronie de la morphologie verbale de l'italien à travers une approche submorphologique. Et bon, j'espère pouvoir vous montrer que l'évolution de la spatialisation du temps en italien s'inscrit dans la cohérence d'un large mouvement évolutif. Donc, selon Gustave Guillaume, toute langue résulte de la combinaison de deux structures indissociables, la structure psychique et la structure sémiologique de discours, qui recouvrent la distinction saussurienne du signifiant, l'image acoustique, et du signifié, le concept. Toute langue est en effet un ouvrage construit en pensée, regroupant des signifiés auxquels se superpose un ouvrage construit de signifiants. Le signe unité signifiante minimale est pour Saussure l'association d'un signifiant et d'un signifié. Pour Guillaume, il est, le signe, le médiateur entre le signifié de puissance et le signifié d'effet. Dans nos langues indo-européennes, le signe, le signifiant et le signifié ont deux états d'existence, d'espèces, d'époques mentales différentes. Le premier, c'est leur existence en langue, précoce, et qui se réalise dans la profondeur de la pensée et qu'on appelle l'état de puissance. Et le deuxième, en discours, donc tardif, mais qui apparaît en surface, en discours, et qui est l'état d'effet. Donc à chaque fois, vous allez avoir le mot en puissance, le mot en puissance en langue, le mot en effet en discours. Mais pour le signe, le signifiant et le signifié, c'est la même chose. Donc, je vous lis l'exemple, enfin, je ne vais pas vous le lire, je vais vous l'expliquer. Roquevalin, qui est un guillaumien canadien qui a publié énormément d'ouvrages de Gustave Guillaume, il prend l'exemple du mot homme en français. Donc, en langue, avant tout emploi qui va actualiser ce concept, le mot homme, il ne se réfère pas à un individu déterminé uniquement. Il peut aussi se référer à une collectivité de données, à un groupe, à un ensemble d'humains. En fait,
il est ni plus l'un ni plus l'autre tant qu'il est en langue en puissance. Parce que en langue, en fait, il est, ça va être, les choix vont se faire en fonction de son extension quand il va passer en discours. Donc, en fait, en langue, il contient le mot virtuellement tous les degrés d'extension possibles. Donc, un signifié de puissance, c'est ça. C'est tous les signifiés particuliers qui pourraient être envisageables et utilisés dans des cas particuliers de discours, tous réunis dans un signifié de puissance. Maintenant, du côté du discours, chaque fois qu'on va utiliser, qu'on va avoir recours à la notion homme, le mot homme, il va se référer obligatoirement soit à un seul individu, mettons l'homme qui vient d'entrer, soit à un groupe plus ou moins large d'individus, par exemple l'homme de la rue, soit l'humanité tout entière, l'homme est mortel. Donc en français, quand on dit l'homme est mortel, moi je suis une femme et je suis concernée. Quand on parle de l'homme de la rue dans un, je sais pas, dans un radio-trottoir ou des choses comme ça, moi je suis aussi concernée. Mais quand dans la phrase particulière, l'homme qui vient d'entrer, là, moi je ne suis plus concernée en tant que femme. Donc, autrement dit, parmi les diverses valeurs possibles du mot en langue, le sujet parlant, il est mis en demeure au moment du discours de ne choisir et de n'actualiser qu'une seule de ces valeurs à l'exclusion de toutes les autres. Celle qui est momentanément en convenance avec l'idée à exprimer. Et cette valeur momentanée et particulière qui est retenue au détriment de toutes les autres valeurs possibles, elle est virtuellement contenue dans le concept et c'est à ce moment-là un signifié des faits. La liaison définie par Saussure entre le signifiant et le signifié, qui forme le signe, est analysée différemment par Guillaume. Parce que pour Guillaume, l'association étroite, ce qu'il appelle la soudure psychique, selon laquelle un fragment de parole appelle à soi automatiquement un fragment de pensée. Et le fragment de pensée réciproquement appelle le fragment de parole. Eh bien, cette association étroite, il la voit entre le signifié de puissance et le signe. Et cette association étroite et permanente, Guillaume l'appelle la symphyse, et elle forme ce que Saussure appelle le signifiant. Ainsi, on obtient schématiquement les deux schémas, les deux mécanismes qui sont illustrés là dans la diapositive. Donc, je vous ai parlé d'une dualité d'état du signifiant et donc je vais peut-être un peu me répéter. Le signifiant de puissance est la relation permanente qui s'établit en langue entre le signifié de puissance et le signe. Et le signifiant des faits est la relation momentanée en discours entre ce même signe et l'un des signifiés des faits contenus dans le signifié de puissance. Donc, pour illustrer cette définition, on distingue par exemple d'une part la phonétique qui étudie les signifiants des faits observés en surface en discours et d'autre part la phonologie qui organise le système des signifiants de puissance en langue. En français, le signifiant de puissance est physiquement identique au signifiant des faits. Le résultat de la construction de langue, le mot en puissance, ressemble à la brique de base de la construction de discours, le mot en effet, élément de phrase. Et donc, si on reprend l'exemple de Roquevalin, au sortir de la langue, on trouve le mot homme, et c'est ce même mot homme qu'on retrouve à l'entrée du discours. À cette différence près, et c'est une différence importante, qu'au sortir de la langue, le mot est senti comme une arrivée à un terme et n'est plus seulement un signifiant de puissance. Alors qu'à l'entrée en discours, le mot, il est pensé, non, pardon, il est, quand il sort de la langue, il n'est qu'un signifiant de puissance.
Et au moment de son entrée en discours, le mot, il est pensé comme un départ et c'est un signifiant d'effet. En italien et en latin, le signifiant d'effet, le mot en effet en discours, il résulte de la combinaison de plusieurs signifiants de puissance, puisque en italien, on doit associer, mais en latin, c'est la même chose, on doit associer le radical sémantique et une syllabe morphologique. Dans les langues sémitiques, en fait, le signifiant de puissance, c'est une sorte de squelette consonantique. On appelle ça un trilitère parce que souvent, c'est trois consonnes. Donc, dans les dictionnaires, souvent, ce qu'on donne, c'est l'exemple de la racine katbe, qui est associée à l'idée générale d'écrire, de tout le concept de l'écrit, qui ensuite va être voyellisé pour aboutir à un des signifiants d'effet. Kataba, il a écrit, Katib, l'écrivain, Kitab, le livre. J'espère que je ne me suis pas trompée dans... Et ces signifiants d'effet, Kataba, Katib, Kitab, sont associés aux différents signifiés d'effet qui sont contenus dans le signifié de puissance. Donc, c'était il a écrit, l'écrivain ou le livre. Il existe dans nos langues romanes, qui sont des langues qui utilisent un radical, des vestiges de ce système ancien. Par exemple, en italien, on a des alternances de ce fonctionnement ancien basé sur le système consonantique qui forme une structure de base qui va rappeler une notion et qui permet de faire des couples comme les prépositions di, da, de et par, qui, quoi, ici et là, li, là, c'est là-bas ponctuel opposé à là-bas étendu. Après, du côté du lexique, il y a une triade qui est sprizzo, sprazzo, spruzzo. Donc, on retrouve la structure consonantique sprutz. On a le O final qui est la syllabe morphologique, la désinence qui en fait un nom. Mais après, on voit qu'il y a le jeu avec la voyelle I, A, OU. Donc, sprizzo, c'est un jet fin. Sprazzo, c'est le gros jet qui, par exemple, qui sort du tuyau du pompier. Et spruzzo, c'est la vaporisation. En français, on a aussi des alternances vocaliques. Par exemple, dans les conjugaisons, je peux, nous pouvons, je veux, nous voulons. Voilà, où on voit cette alternance vocalique dans le radical du verbe. Donc là, dans ces cas-là, c'est la voyelle qui crée une variation dans le cadre d'une structure consonantique et en restant à l'intérieur du même sémantème. Bon, je vais passer, mais sur le schéma, vous voyez qu'il y a deux saisies lexicales et que dans nos langues romanes, elles sont réunies en une seule. Alors, donc, il y a une dualité d'état que la théorie de Gustave Guillaume confère aux signifiants. Et c'est un principe qui permet d'envisager la motivation du signe, qui évidemment est en contradiction avec la théorie saussurienne, parce que le signifiant de puissance étant en relation permanente, enfin étant la relation permanente qui s'établit en langue entre le signifié de puissance et le signe, eh bien, voilà, je ne suis pas la seule, mais plusieurs linguistes font des travaux en submorphologie qui portent sur les relations d'iconicité entre l'articulation d'un phonème et un sens premier qui lui serait associé. Je n'ai pas regardé le temps, donc je ne sais pas combien de temps. Il reste une demi-heure. Ah, ça fait déjà 1 heure et demie que Oui, je on a parle. commencé un petit peu en retard, mais ça fait un peu. Ok. Non, mais comme ça, je vais passer un peu vite. De toute façon, euh, sur cette diapositive, on vous montre les focus que font les jeunes enfants, les nouveau-nés, sur les visages humains, et parce qu'ils sont en capacité d'imiter des mouvements faciaux. Et de toute façon, mon PowerPoint commenté, je l'ai envoyé à Philippe Monneret et il pourra, enfin,
je l'ai un peu changé, donc je vais lui renvoyer et il pourra vous le passer et vous pourrez lire tout l'argumentaire sur l'iconicité. Moi, je vais juste passer à des exemples précis. Par exemple, la prononciation de la consonne fricative sonore labiodentale VE. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment où on prononce ce phonème? Les dents du haut se positionnent sur la lèvre du bas. Il y a un mince filet d'air qui passe avec un bruit de friction et la lèvre vibre. Donc, l'hypothèse, c'est qu'une relation d'iconicité relie d'une part la sonorité à un mouvement faible de rétroversion, parce que le résonateur oral est mobilisé et que cette résonance intériorisée implique que la prononciation du phonème a un effet en retour sur le corps du locuteur. Il y a aussi une relation d'iconicité qui relie le rapprochement des dents et de la lèvre et le resserrement qui est ainsi créé au niveau des lèvres à l'individuation d'un seuil externe et une relation d'iconicité qui relie le frottement du flux d'air au passage de ce seuil au concept de disparition. Donc, ces différentes relations d'iconicité entre le mode articulatoire du phonème et la représentation de mouvements qui lui est associée, quand on les met tous ensemble, ça nous permet de définir le présémantisme associé au phonème VE, qui est défini comme suit, mouvement de régression vers un seuil de disparition. Et ce mouvement rétroversif, il est adapté pour évoquer l'époque passée et au sein d'une époque passée, une action en partie accomplie et en partie inaccomplie. Donc, ça correspond très bien à l'emploi de l'imparfait de l'indicatif qui, comme vous l'avez vu dans les diapositives précédentes, a une morphologie cantavo, cantavi, cantava avec un ve. Donc, je vais accélérer parce qu'après, c'est juste des exemples qui sont sur le même principe, donc vous pourrez les lire tranquillement. Ça, c'est la hiérarchie vocalique. Donc, en italien, on a 5 consonnes et en partant de l'arrière vers l'avant, ça fait ou, o, a et i. Et la morphologie italienne utilise ce mouvement arrière-avant comme un escalier. Et donc, on appelle ça la hiérarchie vocalique. Et on peut voir comment, aussi bien dans la morphologie nominale que dans la morphologie verbale, on utilise régulièrement la hiérarchie vocalique. Donc, dans l'exemple de la personne verbale, O est la première personne, I est la deuxième personne. Donc, OU est une voyelle qui est quasiment jamais employée en morphologie. Donc, en gros, la voyelle la plus interne de cette échelle O, A et I qu'on utilise pour la morphologie en italien, la plus interne représente la première personne, la plus externe représente la deuxième personne, l'autre, et les deux voyelles intermédiaires représentent la personne délocutée, la troisième personne, celle dont on parle, quoi. Enfin, la personne du contenu du discours entre les deux personnes en dialogue. Alors, là, je voulais montrer que le système de conjugaison du latin est très équilibré, mais surtout, ce qui est souvent difficile à comprendre pour des francophones, il est construit sur un axe. C'est-à-dire que vous avez un axe qui relie une relation présent-passé. Donc, présent à mot, passé simple, amaoui. Et en fait, en latin tardif, puis en italien ancien, avant d'arriver à l'italien contemporain, il y a toute une évolution pendant laquelle, en fait, il va y avoir une perte
de cet équilibre qui semble si parfait et où on va en fait enlever déjà le fameux "the" de la morphologie, euh, c'est-à-dire que mon futur de passé Amawero va perdre le "we", exactement comme le passé simple qui va passer à Amai, exactement comme le passé de passé va euh, perdre aussi le "we". Et en fait, nous, on va perdre l'usage de ce système synthétique et on va le remplacer par un système analytique euh, qui va être donc qui va utiliser un auxiliaire avec un participe passé. Et du coup, en fait, on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus linéaire. Donc là, je voulais m'éloigner le moins possible du schéma de départ, mais c'est pour ça que le schéma du bas, j'ai mis ensemble o amato, j'ai aimé et amo. Euh, En italien, on peut encore intercaler quelque chose qui ressemble à je viens d'aimer et qui serait ho appena amato. Donc là, en fait, on est obligé d'introduire du lexique parce qu'on doit mettre un adverbe. Mais vous voyez que ça pourrait être linéaire. C'est-à-dire que, en fait, au lieu que le système dans les langues romanes soit sur un axe, euh, passé, présent, passé, en fait, on a réduit le moment présent euh, à quelque chose qui pourrait être représenté par un point. Mais par contre, ce qu'on a induit, c'est que le présent représente, inclut en lui aussi bien une part de futur qu'une part de passé. Donc, il y a une grosse révolution dans la structure des systèmes verbaux que j'ai pas trop le temps de poursuivre ici. Mais voilà, si ça vous intéresse, de toute façon, donc il y a une inversion d'orientation et une inversion de visée, qui sont la visée, ce serait aussi une définition de Guillaume, mais je vous en ai déjà trop parlé. Là, en fait, c'est pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans cette évolution du système verbal. Et quand je crois que c'est plus facile de le comprendre une fois on s'est un petit peu familiarisé avec la représentation spatiale qui existait en latin et celle et la représentation spatiale qui est aujourd'hui celle du français et qui est un peu différente de celle de l'italien. Mais là, la chose principale, peut-être, c'est d'accepter qu'il y a un ordre des, des occurrences spatiales qui est différent parce que le latin avait une visée résultative et que nous, on a une visée prospective. Donc, c'est pour ça qu'en latin, en fait, on peut avoir envisager là où je vais avant le lieu où je suis, alors qu'aujourd'hui, on a inversé en fait cette orientation. Mais à chaque fois, ces représentations spatiales ou temporelles, on peut les expliquer à partir du temps opératif. Tous les schémas que je vous ai montrés, en fait, sont des schémas qui sont tirés de Gustave Guillaume. Et c'est ça qui est la force, à mon avis, de la systématique, la psychomécanique du langage. C'est que on peut, grâce à ces principes théoriques, expliquer vraiment des langues avec des statuts très divers. Bon, je vais passer, ça c'était un argumentaire encore pour la submorphologie, et je vais juste conclure avec ça. Donc, je voudrais revenir pour conclure brièvement sur le principe théorique qui fonde l'originalité de la psychomécanique du langage par rapport aux autres théories structuralistes et qui en fait une théorie qui est toujours d'actualité, c'est le temps opératif. Guillaume, il synthétise la dynamique psychique
avec ce qu'on appelle le tenseur binaire radical. Bon, c'est ce que vous avez sur le dessin du haut. Et en fait, bon, donc c'est le double mouvement de pensée de particularisation et de généralisation. Si on applique la distinction puissance-effet, hein, depuis tout à l'heure, je vous ai parlé de mots en puissance, mots en effet, euh, signifiant puissance, signifiant d'effet, eh bien, on peut penser à un tenseur binaire radical en puissance, et ce serait le schéma du haut, mais le schéma du bas, ça serait la représentation d'une succession de tenseurs binaires radicaux en effet. Euh, Donc, c'est comme si on prenait le tenseur binaire radical en puissance, donc le schéma du haut, comme le substrat invariant de l'activité mentale, et donc qui se retrouve partout dans la langue. Mais pour engendrer des formes de discours, il faut qu'il s'applique de multiples fois en effet. Et donc, c'est la représentation du schéma du bas. Et cette succession d'étapes d'universalisation n'a rien à voir avec une répétition à l'identique, hein, parce que la survenue des universels U1, U2, U3, etc., est issue des généralisations successives des singuliers ou particuliers S1, S2, S3, etc. Donc ça correspond à autant de points de départ différents d'une nouvelle particularisation. Les éléments de départ et les éléments résultants n'étant jamais les mêmes, nous ne sommes pas dans une répétition infinie d'un mouvement de pensée identique ou circulaire. On est devant une construction de pensée en cours d'élaboration sur l'axe du temps opératif, dont la complexité augmente périodiquement en empruntant un même mode opératoire, mais appliqué à des objets à chaque fois nouvellement créés. Et donc, je vais vous citer une dernière fois Guillaume pour conclure la conclusion. La langue est essentiellement, c'est le terme général qui me paraît le plus propre à bien définir l'état constant, un psychomécanisme. Cela signifie que la pensée humaine, qui est le constructeur de la langue, se trouve à tout moment dans l'obligation d'accomplir, soit dans un sens, soit dans l'autre, des opérations de caractère mécanique, originairement très simples, mais dont la superposition et la répétition à partir d'elles-mêmes finissent par devenir quelque chose d'apparemment très compliqué. Et ça permet d'expliquer ce dont je vous parlais précédemment, c'est-à-dire que pour arriver à la sémanthèse d'une phrase complexe, on est passé à partir d'un phonème sélectionné combiné avec un autre phonème pour faire une syllabe, plusieurs syllabes combinées pour faire des morphèmes, sémanthème et morphème combinés pour faire des mots, plusieurs mots combinés pour faire des phrases. Vous voyez, à chaque fois, on peut simplifier la présentation grâce à ce tenseur binaire radical, mais pour autant, cette simplification, elle ne nuit pas à la combinatoire de plus en plus importante et donc à la complexité grandissante de la construction du message. Bon, voilà, je suis désolée. Quand je m'étais chronométrée en parlant toute seule, ça durait 58 minutes. Et là, j'ai commencé peut-être à trop expliquer. Du coup, ça a pris plus de temps. Dans la dernière diapo, je vous ai mis juste 5 références, mais qui sont en ligne. Donc, vous pouvez accéder gratuitement. Et en fait, dans les bibliographies desquelles vous pouvez retrouver les noms que je n'ai pas proférés pour aller plus vite, mais qui sont cités dans les commentaires du diaporama, du PowerPoint. Merci.